à tous. Merci d'être venus aujourd'hui pour cette conférence autour de l'acronyme XDR. Donc, comment améliorer votre sécurité grâce à une supervision multisource et une réponse automatisée. Alors, juste en introduction pour présenter rapidement les intervenants. Nous avons Grégory Bouet, qui est le RSSI de Toulouse Métropole, à ma droite, et Nicolas Cotte, qui est le patron des solutions chez Tetris, donc la solution dont on va parler un petit peu aujourd'hui. Et moi-même, donc responsable des activités business développement cybersécurité chez Capgemini, Sogeti Capgemini. Alors, hop, ça marche. Ça marche. Juste en introduction, repositionner un petit peu le débat par rapport au contexte cybersécurité, cybermenace aujourd'hui. Donc il y a un certain nombre de constats qui sont partagés par tous par rapport à la croissance exponentielle de la menace, par rapport à la surface d'attaque du système d'information aujourd'hui, que ce soit un système d'information IT ou industriel ou les deux à la fois, qui ne cesse de croître par rapport à cette notion de système d'information étendu que l'on peut rencontrer aujourd'hui, avec l'historique on-premise qu'on peut connaître, mais également toutes les extensions qu'il peut y avoir dans le cloud, toutes les notions autour finalement du travail à distance aussi, qui a été exacerbé ces derniers mois, je vais dire presque ces dernières années, dans le contexte sanitaire actuel, qui font qu'on a de plus en plus de mal finalement à réussir à maîtriser de bout en bout sa cybersécurité au niveau de l'entreprise. Ça, c'est côté système d'information, et effectivement, côté attaquant, côté menace, on s'en rend compte tous les jours. Pas un jour ne passe sans que la menace ne grandisse. Que ce soit en termes de volumétrie, mais surtout en termes de complexité et d'expertise côté attaque, où on se retrouve face à des situations particulièrement difficiles à identifier, à détecter, et pour lesquelles il faut qu'on trouve des solutions effectivement pour se protéger. Et ça, dans un contexte qui avance toujours un peu plus vite que la défense. Donc il faut trouver des moyens de pouvoir réagir aussi vite que possible. C'est un petit peu ce dont on va discuter aujourd'hui. Et on retrouve les enjeux auxquels les DSI et les directions générales sont confrontés aujourd'hui, pour justement pouvoir identifier, comprendre et répondre à ces différentes menaces, que ce soit en termes d'évolution au niveau de l'organisation, des processus, et également des outils, puisqu'on ne va pas parler que d'outils, mais c'est bien un ensemble complet d'éléments à prendre en compte, et ce pour pouvoir à la fois bien comprendre ce sur quoi on est exposé, comprendre l'évolution aussi des usages, puisque on est tous contraints un petit peu, notamment avec cette pandémie, avec l'extension de la partie télétravail, qui ouvre finalement de nouvelles brèches dans le SI. Et donc un des gros challenges également, c'est de réussir à mieux se connaître soi-même en tant qu'entreprise pour pouvoir définir la meilleure stratégie pour se protéger. Et également dans une démarche d'amélioration continue, parce que mettre en place une organisation, c'est bien. La contrôler et s'assurer qu'elle évolue correctement dans le temps, c'est mieux. Donc pour repositionner un petit peu le débat autour de l'acronyme du moment, XDR, donc pour Extended Detection and Response, au-delà donc du triptyque que j'évoquais, organisation, processus, outils, il faut comprendre que c'est vrai que historiquement, en termes de services, on va dire, de cyberdéfense, de SOC, on avait tendance à avoir une vision relativement large finalement de ce qui se passait sur le SI, mais pas assez en profondeur. C'est là où on retrouve, on va dire, les approches d'il y a quelques années avec les outils type SIEM qui sont très bien, qui peuvent faire énormément de choses en termes de surveillance des événements de sécurité du SI, mais qui n'allaient pas suffisamment en profondeur. Sont ensuite arrivés les outils type EDR, par exemple, évolution des antivirus next-gen et ce qu'on appelle les EPP également, qui, pour le coup, là, permettaient d'avoir une vision beaucoup plus profonde, finalement, de l'état
de santé du endpoint, mais était finalement assez lié et limité à ce endpoint. On a eu la même démarche, on va dire, d'évolution au niveau du réseau, hein, avec les sondes de détection d'intrusion, typiquement, qu'on connaissait il y a 20 ans, et qui ont évolué vers ce qu'on appelle le NTA, puis le NDR, pour Network Detection and Response, qui, pareil, permettent cette fois-ci de rentrer de manière beaucoup plus précise dans le comportemental au niveau du réseau. Et c'est bien toute la démarche autour du XDR, c'est de rassembler un petit peu toutes ces forces, de les associer à cet acronyme XDR et de se dire, voilà, qu'est-ce que j'y gagne à essayer d'unifier, d'homogénéiser un petit peu toutes ces approches. Et cette homogénéisation, elle passe également par le partage donc, des événements, des informations de sécurité qui sont collectées par ces outils au sein d'une base de données centrale qu'on va appeler un data lake, qui permettra de croiser les informations de ces différents environnements, de ces différents mondes, point sur lequel voilà, il y a toujours eu un certain nombre de difficultés. On avait tendance à dire tout va dans le SIEM et puis on analyse dans le SIEM, sauf que ça manquait d'efficacité, notamment par rapport aux menaces inconnues, et c'est ce que nous allons voir plus tard. Double approche aujourd'hui sur le marché, des approches plutôt orientées au all-in-one. Ce que j'entends par là, c'est les outils qui proposent ce service XDR de manière relativement packagée, en embarquant un certain nombre de modules, comme j'évoquais tout à l'heure, la partie EDR, la partie NDR, la partie SIEM, voire gestion de vulnérabilité, etc. Et une approche qui peut être également pertinente, qui s'appelle plutôt le best of breed, hein, c'est comment aller chercher sur le marché les outils que j'estime pertinents, que je vais essayer de faire discuter entre eux. Alors avec des efforts qui peuvent être un peu plus importants sur cette partie-là, mais voilà, en fonction de l'entreprise, de sa stratégie, les deux sont viables. L'objectif du XDR, au-delà de centraliser l'information dans un data lake, c'est de pouvoir ensuite l'analyser de manière pertinente et intelligente. Les grandes évolutions de ces dernières années gravitent bien sûr au niveau de l'intelligence artificielle, notamment la partie machine learning et deep learning, qui est vraiment clé pour justement pouvoir comprendre et extraire ce qui a vraiment du sens au niveau de l'information pour les centres de sécurité opérationnelle, les SOC, en termes de détection. L'objectif n'est plus aujourd'hui de récupérer le maximum d'informations et puis d'essayer de faire le tri, mais c'est bien de se reposer sur des outils qui vont le faire pour nous de manière la plus automatisée possible pour vraiment repositionner les équipes qui gèrent la sécurité au quotidien sur la valeur ajoutée dans l'analyse des événements et des incidents de sécurité pour pouvoir réagir le plus vite possible. Et ces outils XDR, donc embarquant des notions d'intelligence artificielle, cette notion de console unifiée hein, qui permet d'avoir et de fédérer l'ensemble des informations au sein d'un même outil, d'analyse de données poussées, potentiellement également embarquant toutes les notions RCRP au sens gestion de tickets de sécurité hein, et de collaboration entre les équipes de sécurité, repose également sur une notion qui est essentielle et qu'on retrouve dans le terme XDR comme EDR, comme NDR, c'est le R pour la réponse. Et ce qui est très important, c'est de pouvoir effectivement se mettre en ordre de bataille pour pouvoir organiser efficacement la réponse lorsqu'il y a un événement ou un incident de sécurité qui est déclenché. Et c'est ce qu'on va retrouver autour des notions de ce qu'on appelle le SOAR, pour l'orchestration et l'automatisation de la réponse à incident. De manière un petit peu plus large, aujourd'hui, le XDR, c'est l'outil. Ensuite, il y a l'organisation et les processus pour gérer, on va dire, les événements et les incidents de sécurité et une notion qui apparaît de plus en plus importante aujourd'hui sur le marché pour les entreprises parce que facilitateur, c'est la notion de service manager XDR ou MDR qui permettent d'associer, on va dire, une solution technologique de référence qui permet de couvrir un maximum des attentes en termes de couverture de risques, d'identification d'incidents, et un industriel des services managés qui, lui, permet, on va dire, de faciliter vraiment la mise en place d'un SOC industriel, à la fois de manière rapide, mais également avec toutes les compétences techniques, tous les aspects capitalisation qui peuvent y être associés, du fait de sa position de MSSP, il travaille pour X clients différents par rapport à des approches sectorielles diverses et variées. Et donc, il est vraiment en mesure, l'opérateur MDR,
d'apporter toute sa science depuis le renseignement, ce qu'on appelle la cyber threat intelligence, jusqu'à l'accompagnement à la réponse à incident ou à des opérations complémentaires de hunting, voire de remédiation avec les équipes et les équipes du client. Les bénéfices qui apparaissent en général, et on écoutera M. Bouet tout à l'heure, au niveau des approches soit hybrides, soit full MSSP ou MDR, c'est vraiment d'accompagner l'entreprise dans la maîtrise de ces risques cyber, s'assurer que l'entreprise est moins exposée aux risques que ce qui était le cas avant, hein, notamment de par, je l'évoquais tout à l'heure, toute cette notion de étude comportementale, au niveau des différents points du système d'information, le endpoint, le réseau, voire les applications, hein, tout ce qui ensuite peut être alimenté dans le SIEM. Bénéficier également de réactivité accrue, hein, puisque l'objectif aussi c'est de capitaliser sur l'approche organisation industrielle, en général 24/7 des MDR, pour justement être en mesure de réagir le plus vite possible depuis la détection jusqu'à la réaction, hein, qui peut être semi-automatisée, full automatisée ou pas automatisée en fonction des contraintes également opérationnelles que peuvent avoir les clients. Et ça, en se basant sur un contrat d'engagement qui est également important, voilà, les service level agreements qu'il peut y avoir entre la société et le prestataire de service. Voilà pour cette introduction. Je vais passer la parole à Nicolas sur la partie un peu plus solutions et approches. Donc, tout d'abord, Tetris, c'est un acteur français qui a développé une plateforme de cybersécurité, mais dans une logique de vision et d'innovation. XDR, S-Marketing, certainement pas. La notion de XDR de plateforme chez Tetris, ça date de 2012. API, SOAR également. Donc on a cette genèse, on a cette intelligence, cette vision de les équipes de R&D de développer cette plateforme qui a la particularité d'être hyper automatisée, qui a la particularité de couvrir les enjeux d'identification, protection, détection et de réponse de bout en bout pour le bénéfice des analystes et donc de la cyber-résilience des entreprises clientes. Cette plateforme ne se limite pas à juste des équipements pour protéger des postes de travail, mais inclut également du SIEM. Le SIEM est une partie de la XDR et pas l'inverse. Et ça, c'est un paradigme qui change énormément de choses dans la manière de traiter les données dans une logique multisource où la vélocité des attaques, on va passer d'un temps homme à un temps machine. On est une solution française, plus de 180 personnes basées en France, c'est 11 ans de R&D et aujourd'hui on est reconnu pour l'éthique, le traitement de la donnée qu'on a, mais également pour tout le savoir-faire et la protection au bénéfice des entreprises dans une logique où on est cloud out free, GAFAM free et qu'on défend cette souveraineté, pas au sens territorial, mais au sens de la survie des entreprises et de la capacité à rester compétitif dans le temps. Je ne vais pas vous présenter l'ensemble des produits, on va passer sur un exemple et que j'ai volontairement représenté avec l'aide des équipes sous la forme suivante. Imaginez une attaque, donc un de vos utilisateurs reçoit un mail. Ce mail se trouve être piégé et plus tard on va découvrir in fine que c'est une attaque à 3 ou 4 niveaux dont le dernier état et la propagation d'un ransomware. Si vous étiez dans une logique, avoir un SIEM, avoir un EPP, avoir un EDR, au mieux on pourrait imaginer que la partie sécurité de messagerie a détecté, donc vous avez une trace dans le SIEM, mais que le mail a quand même été ouvert par le collaborateur, il n'a pas été bloqué par l'EPP, il n'a pas été bloqué par l'EDR, tout simplement parce que ces produits ne se parlent pas, ne s'échangent pas d'informations, et donc les analystes doivent regarder dans des puits d'informations différents. Et le temps de l'analyse, si un temps soit peu, que l'alerte soit vue dans le SIEM, le temps qu'il faudra pour aller faire l'investigation, vous aurez probablement perdu l'intégralité de votre parc. Dans la vision XDR, on va pouvoir détecter dès l'arrivée de ce mail au sein de l'entreprise
Si ce n'est pas détecté par la première couche de sécurité qui est la passerelle de messagerie, donc qui vient alimenter une alerte côté SIEM, ça le sera peut-être par l'équipement EPP, qui va détecter qu'il s'agit d'un domaine malveillant, qui va détecter que la pièce jointe est malveillante, mais également de l'EDR qui va se dire « Tiens, c'est bizarre, le Word que le collaborateur ouvre est en train de lancer un processus, un calculate.exe, qui va initier une reconnaissance. » Si vous êtes dans une logique où vous avez de l'ED, donc vraiment on s'arrête à l'étage de détection, ça va passer. Que va faire l'attaquant? Probablement il va récupérer les identifiants, on va parler des credentials sur LSASS, et il va chercher à élever ses privilèges pour couper les shadow copies, donc empêcher un retour en arrière, et propager sa charge. Au niveau de l'EDR, on va le bloquer directement dès son arrivée, parce qu'on a ce lien particulier avec des bases de CTI, qui de manière automatisée, si la charge venait être inconnue, va être challengée également par de la sandbox au travers du SOAR. Donc la menace pourrait être tuée. Ce qui est intéressant de voir, c'est que cette menace, on va pouvoir la repérer dans le SI de l'entreprise à 4 niveaux. La passerelle de messagerie, donc dans le SIEM, la latéralisation avec des tentatives de connexion, également dans le SIEM, sur l'EPP et sur l'EDR. Là où rentre en jeu l'automatisation, c'est que toutes ces actions-là qui ont pu prendre quelques secondes à réaliser peuvent être bloquées. Donc vous passez ainsi du temps homme qui va prendre des heures d'analyse à faire du reverse à une notion de minute, une notion de seconde. Pourquoi ceci est important? Et là, c'est vraiment un retour d'expérience sur ce type d'attaque qui est spécifique, qui rentre sur au moins 4 axes, 4 produits. Une attaque par ransomware, vous pouvez perdre assez rapidement plus de 500 machines par minute de par la latéralisation. Donc s'il n'y a pas une automatisation des échanges entre l'ensemble des capacités de la plateforme pour permettre à l'analyste soit de prendre la main en manuel, soit de laisser faire le dispositif avec l'IA et ses capacités, je vous laisse compter le nombre de minutes qu'il faut avant que vous ayez perdu l'intégralité de votre parc. Le retour d'expérience que j'ai vu et que j'ai vécu sur plusieurs périmètres clients, c'est de voir cette ligne de feu de démarcation s'arrêter net là où les dispositifs de type XDR sont installés. Et on le voit très clairement, que ce soit en France, que ce soit à l'étranger, on parle de Covid, on parle de rupture des usages. Et à chaque fois qu'il y a des transformations dans les usages des collaborateurs, dans les usages des entreprises, connectés, interconnectés, hyper connectés, on se rend compte que cette interdépendance et ce besoin de sécuriser et d'automatiser cette chaîne devient prépondérant et devient donc un facteur de survie. Pour cela, on va utiliser plusieurs modules. D'abord, on va travailler sur du data lake. On va arrêter de travailler sur des micro-bases de données avec des accès qui sont éparses, qui sont partiels. On va enrichir ces données avec de l'intelligence artificielle, du machine learning, du deep learning, des réseaux neuronaux, internes, externes, interconnectés avec le monde, à travers de ce qu'on appelle des CTI. On va, au-delà de ça, utiliser le SOAR pour le bénéfice de l'hyper-automatisation, réduire la cyberfatigue, puisqu'il ne faut pas oublier que dans la logique de People, Process and Tool, si vous usez les humains qui supervisent l'ensemble des dispositifs, vous affaiblissez d'autant plus la capacité à protéger et à survivre. Soyons pas négatifs. Une XDR peut être aussi le moyen d'être source d'amélioration continue. Vous allez pouvoir améliorer vos postes, vos serveurs, les usages des collaborateurs, donc de la détection multisource, vous allez être sur de l'amélioration multisource. Et également, le jour où vous avez besoin de faire de l'investigation, vous avez tout à portée de clic, si on reprend certaines expressions à la mode, à portée d'API, qui vous permet de répondre à cette question. Que s'est-il passé? Quel est le patient zéro? Et quel est le meilleur chemin de retournement dans une logique nominale? Donc c'est pour ça que cette automatisation est importante, c'est pour ça que cette vue unifiée, certains vont parler de cockpit, d'autres vont parler d'hyperviseur, la vision unifiée, la vision de partage enrichie par toutes les parties prenantes, que ce soit les clients, que ce soit les opérateurs de MSSP ou les éditeurs, chacun a son rôle et a sa contribution à apporter à cet édifice de cyber-résilience.
Comment ça se transcrit dans la vraie vie, tout ça? Un comportement inconnu, prenons un binaire, on va se poser la question de manière automatisée pour le bénéfice de l'humain qui supervise, va être analysé. Si c'est connu, bien évidemment, ça va être bloqué instantanément. Si c'est inconnu, d'autres mécanismes en jeu vont rentrer, de l'IA, du comportemental, des heuristiques, également des modules spécialisés dans les différents produits que forme la XDR. Ce qui va mener à une neutralisation immédiate, mais tout en permettant et en déclinant la politique de sécurité de l'entreprise, que vous soyez sur des postes, sur des serveurs ou sur des applications. Donc c'est bien dans cette vue multidimensionnelle que la XDR se positionne comme étant la pierre angulaire intégrée au sein de votre système d'information et interconnectée par ce qu'on appelle des API, par ce qu'on appelle de l'Open XDR, pour assurer une cohérence globale dans le SI de l'entreprise. Si on reprend l'exemple que je donnais précédemment, il est celui-là. Dans une vue XDR, l'histoire que je vous ai expliquée sur une latéralisation avec des ransomware, vous voyez, on va avoir dans le SIEM les flux de messagerie, les flux de phishing qui vont être au niveau de l'EPP et du SIEM, et après l'EDR prend naturellement le relais, et c'est grâce à l'orchestration qu'on va pouvoir mettre en place une réponse dès les premiers instants. Dans les cycles de DevOps, on parle de shift to the left en développement, et là, avec cette approche XDR hyper automatisée, on fait du shift to the left dans la capacité à défendre, à contenir et à répondre en cas d'attaque. Je vais passer la parole à Grégory qui va vous parler d'expérience dans la vraie vie. Parfait, merci Richard et Nicolas. Donc vous avez, je pense, bien planté le décor de l'XDR. Ce que je me propose de faire, c'est de vous faire un texte en toute modestie, bien entendu, d'accord, du déploiement de la solution EDR Tetris managée par les équipes Sogeti au sein des collectivités toulousaines. Pour ce faire, donc, je vous ferai passer quelques slides. Une première qui présentera un petit peu le contexte des collectivités dans lequel nous avons décidé de déployer une solution d'EDR. Je vous parlerai également, on va dire, de la stratégie de choix que nous avons mis en place pour sélectionner cette solution, la stratégie de déploiement également, les bénéfices et les avantages que nous espérions et que nous en tirons aujourd'hui. Et puis je vous parlerai un petit peu aussi sur les perspectives à venir au regard de ce que nous avons commencé à mettre en place. Le contexte des collectivités, donc Richard et Nicolas en ont parlé. Donc les collectivités en général n'ont jamais été aussi exposées, notamment ces 2 dernières années face à la menace cyber. Donc l'objectif principal, bien entendu, c'était de sécuriser notre parc informatique entier dans sa globalité, de sécuriser aussi les devices mobiles, tout ce qui est smartphone, tablette, puisque ce sont des outils qui sont très utilisés, notamment par nos élus, par nos VIP. Voilà, ils s'embarrassent pas d'un ordinateur portable ou autre, ils communiquent uniquement par smartphone et par tablette. Et bien entendu, pour nous, c'était de couvrir l'intégralité donc des équipements de la collectivité, je vais y revenir dessus, et de faire en sorte qu'elles soient adaptées au contexte de nos infrastructures, nos environnements, nos modes de travail, etc. Alors, les collectivités, je dirais, puisque ça couvre la partie mairie et la partie métropole et CCAS également de Toulouse, eh bien, c'est que nous sommes dans une infrastructure relativement distribuée. Donc, nous avons plusieurs types d'environnements avec différents types d'OS, bien entendu. Ça couvre à peu près 15 000 agents, dont 10 000 postes pour des agents, on va dire, administratifs, 2500 postes concernant les écoles également, tout ce qui est école maternelle, école primaire, à peu près 500 postes dédiés à la culture, donc dans les bibliothèques principalement et médiathèques. Et puis ça couvre également un petit peu plus de 1300 serveurs,
une majorité de VM et à peu près 50 serveurs physiques. Au sein de la collectivité, nous gérons en propre 2 gros data centers, ça a aussi son importance, répartis plus ou moins sur plus de 600 sites au sein de la métropole, donc c'est aussi un facteur à prendre en compte, extrêmement important. Et donc, au travers de ça, donc, nous avons mis en place une stratégie de choix qui était relativement exhaustive, importante. Donc, c'est pour ça que sur cette slide, donc, vous voyez apparaître quand même pas mal de choses, mais ça pose, je dirais, dans sa manière la plus exhaustive possible, la situation dans laquelle nous étions et pour laquelle nous voulions aller vers une solution d'EDR. Nous n'avions absolument rien à part nos antivirus classiques. Et donc, ce qu'il a été décidé, c'était de faire un Request for Information, donc un RFI, donc pour couvrir un certain nombre de choses. Donc, tout d'abord, se rendre compte de la qualité de l'outil d'EDR, bien entendu, de la qualité du service managé, également, le MSSP, et puis aussi avoir une approche aussi un peu plus financière pour orienter notre choix final. Alors, en ce qui concerne la qualité de l'EDR, je dirais globalement parlant, on pourrait dire qu'effectivement tous les EDR du marché, à l'état de l'art, font plus ou moins le job. Donc il a fallu quand même sélectionner un certain nombre de solutions à comparer. Et nous avons mis en place, au travers de ce RFI, donc une évaluation avec un certain nombre de critères qui allait nous permettre de pouvoir, on va dire, avoir une cotation relativement concrète. Alors, on a regardé la couverture fonctionnelle que permettait l'outil. On a bien entendu évalué la partie dédiée à la détection et à la prévention, à la remédiation, à la partie administration également de la solution, son déploiement aussi, tout ce qui est tourné autour de la pertinence des rapports que la solution pouvait nous fournir, des agents déployés sur les postes. Et ensuite, nous avons passé à une étape de test de toutes les solutions que nous avons prévu de benchmarker. Concernant les aspects liés au service managé, il s'agissait de voir quelle était la couverture capacitaire donc, du service, la couverture fonctionnelle également, et bien entendu les engagements qui étaient pris par les équipes de Sogeti, notamment vis-à-vis des SLA. Pour le budget, il y avait des coûts à prendre en compte qui étaient les coûts indirects et les coûts aussi directs. La qualité de l'EDR, les tests ont été réalisés autour, donc, par exemple, des temps de scan manuel, de la couverture des OS, c'était extrêmement important. Nous avons une multitude d'OS. Pour vous dire, on doit tourner environ entre les OS et leur versionning, à plus d'une trentaine ou une quarantaine d'OS répartis sur les 2 data centers de la collectivité. Donc ça, c'était aussi un facteur extrêmement important pour nous. La cohabitation avec notre antivirus, nous avons été obligés d'en tenir compte du fait que nous venions tout juste de renouveler, je dirais, le contrat avec notre antivirus. Tout ce qui tournait autour effectivement du potentiel de remédiation, donc Nicolas en a parlé, tout ce qui pouvait être remédié de manière automatique, est-ce que c'était fait de manière partielle, complète ? Toute la partie, bien entendu, détection, prévention. Donc là, on a utilisé des jeux de malware pour voir comment ils réagissaient. Voilà. Concernant la qualité du service MSSP, là aussi, donc c'était toute la partie des SLA concernant l'analyse sur incident, l'amplitude des services managés également, parce qu'en fait, compte tous les services managés n'avaient pas, je dirais, le même fonctionnement, la même valeur, la même qualité d'intervention, tout ce qui est tourné autour de la gestion de crise également, et aussi la capacité d'accompagnement cyber de nos équipes. Il y avait un point important de notre côté, c'était que nous n'avions pas malheureusement les équipes dédiées pour pouvoir assurer le service, entre guillemets, la supervision donc de tout ce qui allait remonter. Alors, je vais vous parler de la stratégie de déploiement, alors de manière très succincte. En fin de compte, nous l'avons découpé alors sur les conseils, bien entendu, des équipes de Tetris et de Sogeti, en plusieurs phases, en 4 phases exactement. On a eu d'abord une première phase qui a duré 15 jours.
15 jours où là, c'était une phase d'intégration, d'accord, plus test de la solution. Nous envisagions bien entendu donc de le déployer dans un premier temps sur environ un échantillon assez représentatif de nos endpoints, donc au niveau des postes et au niveau des serveurs. Donc on avait sélectionné 300 postes de travail, une quinzaine de serveurs assez exotiques les uns les autres, pour voir effectivement si l'intégration pouvait se faire de la meilleure façon qui soit. Il s'agissait bien entendu de valider l'architecture, l'architecture opérationnelle et cible, d'accord, que nous allions déployer à terme, bien entendu. 15 jours, voilà, alors ça peut vous paraître, on va dire, réduit, mais effectivement, c'est ce qu'il nous a fallu dans les faits, dans la réalité. Et ensuite, 15 autres jours où là, effectivement, nous avons réalisé le déploiement et le paramétrage donc, sur les endpoints que nous avions sélectionnés. Et bien cette phase-là, contrairement à ce que l'on pourrait ou ce qu'on avait pu imaginer, on croisait un petit peu les doigts quand même, parce que avec un environnement, comme je vous dis, assez hétérogène, on s'attendait quand même à avoir quelques petits couacs. Et puis finalement, on a tenu les délais. Et pour vous dire, on l'a fait en plus pendant l'été. Donc c'est-à-dire fin juillet, début août. Donc c'est-à-dire qu'il n'y avait pas grand monde. Et finalement, derrière, on avait une ou deux personnes de notre côté qui étaient en face des équipes de Tetris, principalement, bien entendu, pour cette première phase, et ensuite des équipes de Sogeti, bien entendu. Et finalement, ça s'est relativement très très bien passé. En tout cas, aucun incident majeur m'ont été remontés dans le cadre de cette phase-là. Aujourd'hui, nous sommes rentrés quand même dans le déploiement et le paramétrage de manière beaucoup plus globale. En l'espace d'une semaine, au retour des vacances d'été, eh bien, nous avons atteint un taux de couverture de plus de 9000 postes. Donc voilà, ce qui est quand même relativement satisfaisant, sans aucun frein, sans aucun incident, voilà. Alors certes, nous étions, et nous le sommes toujours, et nous allons passer dans un autre mode là très très prochainement. Nous étions un petit peu en mode écoute, bien entendu, c'est-à-dire que pour tout ce qui est autour du paramétrage, en termes de remédiation notamment, on va commencer effectivement à faire et à affiner les réglages pour voir donc ce qui va être entièrement automatisé, partiellement ou pas du tout. Voilà. Et ensuite interviendra bien entendu la période de run, donc la dernière phase, et a priori la solution devrait pouvoir couvrir l'intégralité des postes et des serveurs, donc on va dire on est à 9-10 000 grosso modo, il nous reste encore un petit peu 5 000 à faire, plus la partie smartphone et tablette. Donc où là aussi, donc on va s'y attaquer parce qu'on n'a pas voulu tout faire en même temps. On a voulu un petit peu cloisonner pour se concentrer sur les postes, puis après sur les devices mobiles. Voilà. Au cours des 2 premiers mois, premier mois et demi, on va dire, eh bien, il y a eu un certain nombre d'ateliers qui ont été organisés avec l'éditeur et le prestataire de MSSP, et ça s'est également très bien passé. Très bien passé parce qu'en fin de compte, sur cette slide-là, je voulais vous représenter en fonction des différentes phases qui ont été découpées un petit peu différemment, la stratégie de déploiement avec la répartition des responsabilités que nous avions mis en place au sein des équipes, d'accord, c'est-à-dire les interlocuteurs qui étaient en frontal avec Tetris et Sogeti. Donc les gens concernés dans la première phase d'intégration, bien entendu, ce sont les équipes de l'ingénierie technique, nos architectes, tout ça, qui allaient faire les réglages très fins, donc sur tous les environnements, les équipes RSSI, bien entendu, pour tout ce qui concerne, on va dire, l'élaboration des politiques et des règles également, mais aussi les équipes du maintien en conditions opérationnelles et conditions de sécurité, qui, elles, n'allaient pas rentrer dans la danse de suite, bien entendu, mais elles devaient, dès le départ, être aux affaires, se préoccuper effectivement de la stratégie qui avait été mise en place du déploiement, parce qu'à l'issue, dans la phase de run, bien entendu, elles allaient prendre tout simplement le relais. Alors, les bénéfices et les avantages, on en a parlé tout à l'heure, alors ça va être un petit peu de redite, puisque j'ai pu voir sur les slides, effectivement, que ce sont des éléments, effectivement, que nous avons, nous aussi, retenus et signalés. Donc, bien entendu, ce qu'on apprécie énormément, c'est la capacité de détection et de réponse, qui est quand même relativement avancée et spécialisée, et avec un panel de fonctionnalités qui est plutôt exhaustif et intégré, en plus. Je vais y revenir un petit peu après. Il y avait aussi la partie supervision de l'ensemble des postes, donc la totalité de nos postes, qui est, comme je vous l'ai dit, très 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 hétérogène. L'amélioration de la réactivité suite à incident. Voilà, on a une visu de suite au niveau sur la console de supervision, et donc ça effectivement c'est plutôt parlant.
la maîtrise des environnements, notamment avec la compatibilité, donc comme je vous l'expliquais, avec les systèmes, des systèmes anciens. Quand je vous parle de systèmes anciens, hein, je vous dis anciens, hein, donc on a encore des environnements sur 2003, vous en doutez peut-être, mais pas que. Et après, on remonte jusqu'à l'état de l'art. Pareil pour les OS sur les postes. Hein, donc voilà, bon, ça c'est comme ça, on est obligé de faire avec. Il y a toute la partie automatisation, en tout cas de ce qu'on a pu voir, des démonstrations qu'on a pu avoir également. On s'est rendu compte que le niveau d'automatisation était quand même, je vous dirais, c'était le meilleur de ceux qu'on avait pu analyser. Donc ça aussi, ça a retenu, parce que rappelez-vous, je vous disais, nous n'avions pas, et nous n'avons toujours pas la ressource dédiée à pouvoir superviser, agir et remédier en temps réel. Il y a toute la partie facilité de déploiement. Quand je vous parlais de 15 jours, effectivement, en un mois, alors que pour d'autres solutions, on était plutôt sur des délais de 2 à 3 mois minimum, hein, si tout se passait bien. Et bien là, malgré l'environnement, le contexte, ça a été effectivement déployé au cours de l'été, pendant les vacances de bon nombre des équipes personnelles des équipes IT, assez relativement vite. Il y a la délégation, bien entendu, de la gestion opérationnelle confiée donc aux équipes notamment du MSSP, et la complémentarité avec notre antivirus, parce que nous ne voulions pas nous en séparer, et il s'avère effectivement que là aussi, nous sommes pleinement satisfaits. Alors côté service manager, donc le choix de Sogeti, faut dire qui est, faut dire ce qui était, c'était un couple, donc Tetris Sogeti, donc je crois qu'on pouvait pas faire autrement. Mais ceci dit, il s'avérait que ça nous arrangeait, hein, bien entendu. Sogeti, donc l'entité cyber du groupe Capgemini, qu'on présentera plus, bien entendu. La supervision du SOC en France, là aussi, nous y attachons, nos élus, nos VIP y attachent une grande importance, hein, donc un SOC localisé à Nantes. Et puis, je saurais que le signaler, mais les nombreuses qualifications détenues par Sogeti dans le domaine de la cyber qui rassurent, hein, qui rassurent nos dirigeants et nos décideurs. Pour Tetris, Nicolas l'a rappelé tout à l'heure, c'est une société 100% française, en plus du Sud-Ouest, donc plus facile pour moi pour convaincre mes élus et mes dirigeants. Donc dans le domaine de la cyber, bien entendu, c'est vraiment un éditeur de solutions d'EDR souverain, l'hébergement également, hébergement souverain. Donc on y attache de plus en plus une grande importance, hein, vous le savez, notamment au sein des collectivités, hein, pas qu'au sein étatique. Hein. Et même quand on peut avoir une souveraineté régionale, je vous le cache pas, on s'en félicite aussi, nous, des fois. Hein. Et ensuite, les nombreuses références, bien entendu, de Tetris dans le domaine. Les perspectives, bien entendu, il s'agit maintenant que nous sommes lancés dans l'aventure, c'est d'essayer de poursuivre cette aventure de façon à pouvoir disposer d'une couverture fonctionnelle additionnelle complète. Donc, vous voyez sur cette slide, donc nous avons bien entendu déjà l'option, le module EDR, le module MTD hein, pour tout ce qui est device. Nous n'avons pas encore le PP, mais je vous ai expliqué les raisons. Et la prochaine étape, très rapidement, ça sera le SIEM. Donc, parce que ça devient, on va dire, inévitable aujourd'hui, une entité, quelle qu'elle soit, alors d'autant plus quand elle est extrêmement importante, ne pas disposer d'un SIEM, et c'est le cas pour nous aujourd'hui, je peux vous dire que c'est relativement complexe. Hein. Pour reprendre les propos, d'un illustre expert en cyber, donc c'est ceux de Guillaume Poupard, même si j'ai un petit peu modifié cette phrase, nous considérons, et je considère en tant qu'RSSI des collectivités, que la protection de nos systèmes d'information, ça devient vraiment un enjeu de sécurité nationale. Aujourd'hui, ne plus pouvoir offrir des services à la population, aux usagers en matière d'état civil, ne plus pouvoir alimenter les cantines, les restaurants scolaires des écoles, ne plus pouvoir délivrer un certain nombre de services, c'est aujourd'hui inenvisageable. Même ne serait-ce que, on va dire, quelques heures. Nous l'avons vu, nous, au cours de l'année 2020, où la collectivité, nous avons subi, et nous subissons en permanence quelques attaques, on voit vite comment nous sommes mis en difficulté lorsque ça arrive. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Et puis, je vous propose de passer éventuellement aux questions-réponses.
Alors, les équipes, donc notamment côté IT, en ce qui concerne le maintien en condition opérationnelle. Alors, quand vous dites vos fournisseurs, voilà, on est d'accord, ok, voilà, parce que bon, ça aurait pu être les autres fournisseurs hein, que je challenge aussi également. Bon, aujourd'hui, c'est comment dire, on attend de leur part effectivement de poursuivre et de nous démontrer effectivement que les choix que nous avons faits, ce sont les bons. D'accord, c'est-à-dire qu'on analyse, hein, il n'y a pas qu'eux qui supervisent. Hein. Moi-même, j'ai un œil très attentif sur la console de supervision, je regarde tout ce qui remonte et j'attends de leur part effectivement un certain nombre de réponses à des interrogations que j'ai, pour lesquelles j'ai souvent des fois pas d'explication, enfin en tout cas de manière formelle, je dirais en temps réel. Et donc, alors moi-même je le fais, les équipes IT également. Alors surtout la partie, alors comme je vous l'ai dit, on est tout juste en début de phase de run, hein, d'accord, puisque c'est surtout les équipes de l'ingénierie technique, donc nos architectes qui sont plutôt les challengers hein, des équipes de Tetris et ultérieurement les équipes de Sogeti, hein, pour voir effectivement comment ils répondent à nos attentes. On est bienveillant à leur égard, bien entendu, puisque on sait que c'est une phase de démarrage, mais en retour, on est quand même relativement très exigeant. Hein, je vous le cache pas. Je ne sais pas si ça a répondu précisément à votre interrogation, plus ou moins. Ouais. Bon, si vous préférez, je les dérange pas toutes les 5 minutes pendant la nuit. Hein, on est bien d'accord. Hein. Voilà, mais par contre, à chaque fois qu'il y a une remontée, effectivement, qui me paraît bizarre, comment on la traite, eh bien des fois je leur dis, là pour l'instant, on fait comme ça. À l'avenir, si on automatise la tâche, eh bien quelles sont les incidences, par exemple, qu'il pourrait y avoir derrière, et ainsi de suite. Voilà, je peux être un peu plus précis, bien entendu. Alors, au niveau de l'EDR, on a quand même effectivement, ça fonctionne bien. On a pas mal d'alertes. Hein, faut dire ce qui est, mais il faut faire la part de choses entre l'EDR et, comme je vous l'ai indiqué, nous avons encore un certain nombre d'outils qui détectent pas mal de choses. La partie messagerie, on a quand même encore notre anti-spam, on a encore notre antivirus qui, eux également, nous remontent énormément de choses. Il faut savoir que c'est principalement la partie messagerie qui nous remonte beaucoup de choses, et notre anti-spam qui est en interface, hein, grosso modo, enfin, je dis en interface, qui est en amont, hein, d'accord, des équipements, lui nous bloque énormément de choses. Il n'y a pas une journée où j'ai des alertes, bien entendu, alors à partir de l'EDR évidemment, mais j'en ai beaucoup plus à l'heure actuelle sur nos plateformes de anti-spam, d'accord, liées au phishing, qui remontent que l'outil. Lorsque nous aurons intégré complètement les modules, je pense que ça basculera de l'autre côté. Voilà. Non, pas du tout. En fin de compte, non, on a d'autres solutions. Bon, pour être précis, hein, en fin de compte, on a un antivirus Sophos avec Pure Message, et en parallèle, nous avons la plateforme anti-spam Altospam de la société Hotkey. Voilà, pour tout vous dire, ce sont des solutions qui nous satisfont pleinement. Donc, alors le fait d'avoir renouvelé l'antivirus, bon, c'était un concours de circonstances. Enfin, comment dire, on n'avait pas le choix. Donc, c'est-à-dire qu'on pouvait pas avoir, et on pourrait pas être dans une période sans antivirus, voilà, et ne pas encore avoir déployé la solution d'EDR. Et donc, du coup, oui. Alors, oui, effectivement, ça aurait pu être pertinent. Effectivement, ça aurait pu être pertinent, mais c'est pas le choix que nous avons fait pour l'instant, en tout cas. Voilà, et on le verra effectivement avec le SIEM, comme me souffle Nicolas, et comme je vous l'ai dit, ça sera dans une étape ultérieure. Ouais. Effectivement, peut-être pour compléter, il faut vivre avec le legacy, avec l'historique également. Hein, ces solutions étaient déjà en place depuis un certain temps. L'objectif, comme on le disait en introduction, du XDR, c'est au fur et à mesure d'allumer les modules les plus pertinents et qui potentiellement pourront remplacer d'autres solutions actuellement utilisées. Si après-demain l'EPP Tetris est utilisé, ça veut dire que l'antivirus historique sera peut-être plus nécessaire de la même manière, etc., etc. Et au fur et à mesure, effectivement, tout l'intérêt, c'est effectivement de pouvoir se reposer sur un partenaire MSSP qui a la vision la plus globale possible.
et qui a la capacité à être transverse sur tous les types, évidemment, d'alerte de sécurité et d'utiliser l'outil qui est également le plus pertinent pour le faire, donc la XDR. Alors, Nicolas pourra peut-être préciser cette partie-là, mais en fin de compte, tout a été bien planifié, organisé dès le départ. Donc, une fois que les candidats retenus ont été sélectionnés, on a mis en place cette stratégie en commun, d'accord, et on a identifié effectivement tous les interlocuteurs, quelle que soit la phase, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'incompréhension entre nos équipes et les équipes de Sogeti et de Tetris également, parce qu'en fin de compte, pour nous, c'était nouveau également. Moi-même, personnellement, j'avais un manque de visibilité par rapport à ça, mais c'est tout à fait normal. Hein. Et ils nous ont bien accompagnés et on a réussi ensemble, en commun, à identifier les bonnes personnes, les bons interlocuteurs à chacune des phases de déploiement. Oui, alors, je dirais que, oui, notre interlocuteur principal, bon, excuse-moi Nicolas, mais c'était effectivement Sogeti, voilà, mais nos équipes IT, les techniciens plus aguerris, eux, avaient plus tendance à aller voir Tetris. Voilà, mais effectivement, tout à fait. Oui. Derrière ce travail tripartite, derrière ce trio, il y a des process. Et on a travaillé, et là, en termes de méthodologie en commun avec les équipes Sogeti, parler de racine de déploiement, méthode de déploiement, phase de déploiement, dans quel ordre on allume quoi, dans quel ordre on analyse quoi, combien de temps on attend. Toute cette recette est détaillée dans les livrables qu'on a dès les kick-offs. Et quand on arrive en commun, donc sur cette action tripartite, chacun sait ce qu'il a à faire, dans quel ordre, et il sait ce qu'il doit attendre des autres et ce qu'on y a attendu de lui. Et à partir du moment où cette notion People, Process and Tool, où on a les gens, on a l'outil et que le process est explicite, il y a un gain de temps phénoménal et c'est ce qui permet, très modestement, et merci à Grégory pour ce retour, quand on lui avait annoncé le déploiement c'est 15 jours, c'est 30 jours, c'est 15 jours, quand vous l'entendez la première fois, vous avez du mal à y croire. Quand vous l'avez vécu, merci Grégory de partager ce retour, c'est tout simplement rien à voir. Et plutôt que vous faire du marketing, côté Tetris, on est avant tout des scientifiques, on préfère laisser parler les clients qui ont vécu et qui vont vous dire, oui, un parc qui est 10 000, 15 000, 20 000, le temps de déploiement, tout simplement, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on a dit, et ça, c'est déjà pas mal. Alors, les critères de choix, pour votre première question, je vous les ai évoqués dans, on va dire, le deuxième slide, qui était relativement exhaustif, effectivement, mais ça tournait autour de 3 points particuliers. Donc, la qualité de l'EDR, comme je vous l'indiquais, au travers donc de la couverture fonctionnelle et de tous les tests que nous avons effectués. La partie liée, d'accord, au service managé, et puis le prix. Ce sont les 3 critères déterminants. J'avais oublié de vous préciser que nous avions aussi réalisé une petite étude Gartner. Donc, je l'avais mentionné dans le slide, mais voilà, ça a été complété par ça. Les tests ont été faits, je dirais, pas en intégralité, ça serait trop prétentieux de ma part de dire ça, puisqu'on ne pouvait pas faire, puisqu'on avait, souvenez-vous, je vous ai dit, 5 candidats quand même, grosso modo, 5 solutions du marché, celles qu'on avait considérées en tout cas comme les plus performantes. Et donc du coup, il a fallu être assez macroscopique quand même, c'était 15 jours par solution que nous testions.
Et les critères qui ont penché en notre faveur, hein, je vous en ai plus ou moins parlé, eh bien, il y a la couverture complète des OS. Ça, c'est extrêmement important. Lorsque vous avez, souvenez-vous du 2003, voire en dessous et au-dessus, eh bien, pour couvrir tous les OS, eh bien, sachez que les solutions du marché, toutes les solutions du marché ne le font pas. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y en a pas tant que ça. La compatibilité avec notre antivirus, eh bien là aussi, lorsqu'on a fait les analyses, eh bien on s'est rendu compte qu'il y en avait sur les 6, il y en avait 2, 3 maximum pour lesquels notre antivirus était compatible. Le prix, bien entendu, est déterminant. Alors le prix, il est déterminant surtout au regard de la qualité du service managé. Voilà, quelle est la couverture ? Quel est le niveau d'intervention dans la remédiation ? Nous avions des solutions du marché qui n'offraient pas la remédiation. C'était à charge de Toulouse Métropole. Donc ça aussi, ça a été un critère déterminant. Donc voilà pour ce qui est des critères de choix déterminants concernant la solution, Tetris Sogeti. Et votre deuxième question, rappelez-moi s'il vous plaît, votre deuxième question, c'était... Parfait, je laisserai Nicolas répondre. Alors, je vais donner un exemple. Je ne vais pas en donner 50, j'en prends un. Pegasus. La différence chez Tetris, c'est qu'on a pu détecter Pegasus sans IOC externe. Pourquoi ? Parce que nos ingénieurs, notre recherche et développement, a analysé, a mis en place des capacités profondes de compréhension de ce qui se passe dans ces objets mobiles. Qu'on parle de librairie dynamique, qu'on parle d'écoute réseau, qu'on parle de comportement. Tous ces points névralgiques communs à ces attaques nous a permis de détecter cette attaque Pegasus dans les premiers avec un fort niveau de fiabilité. Et ce, sans avoir besoin de s'alimenter des listes d'IOC d'IP contaminés pour dire que le terminal a probablement été contaminé. Donc c'est un exemple très factuel. On a des développements bas niveau, on a des accords de R&D qui nous permet d'atteindre et de détecter ce type de menace. On n'en détecte pas une, on en détecte d'autres. Et c'est pour cela qu'on a été retenu, qu'on parle de nous déjà depuis plusieurs mois, même au niveau du Gartner. Regardez la publication US, Unified Endpoint Security. On fait partie des 5 solutions considérées par Gartner comme étant reconnues capables d'adresser l'ensemble des terminaux des collaborateurs, poste de travail, laptop, serveur, mais également mobile, tablette. Ces informations-là font partie des éléments qu'on ne communique pas. Donc on a des références, on est déployé dans plus de 100 pays, dans tout type d'organisation, privée, publique, de tout secteur d'activité, allant de quelques postes à plusieurs centaines de milliers. Je vous remercie. Une dernière question peut-être ? Sinon, on va clore. On a dépassé le timing, je crois. Bon, merci beaucoup en tout cas.